Je sais pas, c'est pod ou pod? Pod. Ah, podcast. 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 C'est bon, bien installé? Allez, action, alors on commence. Girl power, hein. La vie est une vague. La vie est un flux. Qu'est-ce qu'un boomer? Hakuna Matata. En fait, on est un peu périmés. Bienvenue à tous dans le podcast Mémoire de route, le recueil moderne des histoires inspirantes et rassurantes. Parce que parfois, écouter les récits et les chemins des autres, c'est le petit déclic qu'il nous faut pour retrouver du sens. Salut à tous, moi c'est Camille, j'ai 36 ans et j'essaierai de vous proposer ici un petit break dans votre quotidien, en recevant derrière mon micro des amis, des histoires de vie, des rencontres habitées qui ont résonné en moi et j'espère résonneront en vous. Je vous souhaite à tous une belle écoute. Un réseau, une communauté, un club, une team. Chacun a son petit mot finalement pour définir ce fameux collectif de confiance que l'on cherche tous. Il en existe des centaines pour tout type de sujet ou de passion. Ça permet de se sentir entouré et écouté. C'est vrai que c'est rassurant de faire partie d'un groupe, d'une unité. Laurent, lui, il a créé une communauté d'entrepreneurs sportifs. Et quand je lui demande de donner un nom à son métier, il a répondu la phrase magique « Moi, mon métier, finalement, c'est de changer des vies. » Est-ce que je peux faire ça quand je serai plus grande ? Laurent, merci d'avoir accepté de raconter ta route et ton parcours derrière mon micro. Tu as lancé il y a à peu près 10 ans un concept, alors aujourd'hui très dans l'air du temps, mais à l'époque littéralement novateur. Mais avant que tu nous racontes un petit peu tout ça, j'aimerais que tu nous dises qui tu es avec tes propres mots, mais également ta philosophie de vie. Bonjour Camille, merci de m'accueillir à ton micro et de cette démarche d'écouter la route des gens, c'est super intéressant. Alors, je suis normand, je suis né dans une ville qui s'appelle Rouen, il y a à peu près 50 ans, et je suis père, marié, 3 enfants. Et je suis surtout très heureux de vivre et j'ai une philosophie de vie qui s'appelle One Life, qui on pourrait dire galvaudée, mais en l'occurrence, ce qui m'intéresse, c'est de profiter et de faire profiter les gens de maximum de choses dans leur vie. Et souvent, on ignore un certain nombre de leviers qu'on peut activer. Et un de mes buts aujourd'hui, un des sens dans ma vie, c'est justement d'essayer de changer la vie des gens et d'essayer de leur faire prendre conscience qu'il y a des petits moyens faciles, et notamment en tant qu'entrepreneur, pour améliorer sa vie, sa qualité de vie à la fois pro et perso. Tu saisis donc toutes les opportunités que tu peux avoir ? Moi, personnellement, j'essaie de les saisir. Ouais. J'essaie de faire la meilleure balance possible pour profiter et faire profiter. Et je le fais à travers le sport, à travers les voyages, à travers les rencontres, à travers l'échange et le partage. Et tu sais, il y a un podcasteur connu qui dit « on est la moyenne des gens qu'on fréquente ». Et je crois vraiment que c'est ça qui dicte ta vie. Les gens dont tu t'entoures, en fait, ouais, t'apportent et toi, tu leur apportes. Et tu grandis avec eux. Et ça fait des chemins. Et il y a des chemins à un moment qui se croisent, qui s'écartent. Il faut l'accepter. Ouais. Et si tu l'acceptes, en fait, tu grandis avec les gens que tu rencontres. Et c'est ça qui me guide un peu tous les jours. C'est ça qui t'anime. Et alors, qu'est-ce que tu dirais en nom de métier ? Qu'est-ce que tu fais dans la vie ? Quel est ton métier ? Mon métier, il est arrivé un peu par hasard. Moi, je suis ingénieur de formation. J'ai développé et travaillé dans un environnement autour des télécoms et de la tech. Donc j'ai grandi là-dedans, j'ai rapidement fait du marketing, du commerce, du business développement. Ce qui m'intéressait, c'est d'expliquer, de faire évoluer les infrastructures, de faire grandir et de prouver à mes clients, ouais, mes prospects qu'on avait les bonnes solutions. Et j'ai été donc salarié pendant une quinzaine d'années. À un moment, j'ai bifurqué pour plein de raisons. Et aujourd'hui, par hasard, vraiment par hasard, parce que je te raconterai après, c'est par hasard que tout ça est arrivé. Ce que j'essaie de faire, c'est d'avoir si je donnais un nom sur ce métier-là, je dirais que c'est changer la vie. Je suis une espèce de changeur de vie. T'es un créateur de nouveautés, de vie. J'essaie, en faisant vivre aux gens des expériences, j'essaie de leur faire prendre conscience que, effectivement, ils peuvent changer leur vie et que c'est des acteurs de leur vie. Donc tu as créé, en fait, il y a 10 ans, le réseau Kite & Connect. On peut dire le réseau ou la communauté ? Qu'est-ce que tu préfères dire ? J'aime bien parler d'un club ou d'une communauté, okay, parce qu'on essaie dans le temps
de se découvrir, de se rencontrer, de s'inspirer et ensemble de grandir. Et donc, c'est pas one shot, c'est pas court terme, c'est sur du long terme ou du moyen terme. Petit pas par petit pas. Petit pas par petit pas, à son rythme. C'est un peu comme quand tu fais du sport ou quand tu apprends le kitesurf, puisqu'on va en parler après. Bah, t'as des espèces d'étapes, de marches que tu franchis. Et des fois, tu te fais super plaisir parce que une journée, tu vas à l'eau, t'arrives à partir au planning ou t'arrives à faire un saut. Et puis, 2 jours après, tu vas retourner sur le spot, avoir des belles conditions. Et puis, ce jour-là, tu vas moins bien y arriver, tu vas stagner. Et en fait, ça marche par étapes. On a tous des espèces de mini-plafonds qu'on dépasse à chaque fois. Et c'est ça qui est intéressant. Qui est assez fort, ouais. Et alors, du coup, tu as été donc, salarié pendant une vingtaine d'années, c'est ça ? Oui. J'ai été diplômé en 95 d'une école d'ingénieur. Je suis parti vivre à l'île de la Réunion pendant 6 ans. Ok. À l'époque, on devait faire notre service national. Ouais. Et j'étais pas prêt à mettre l'uniforme. Par contre, j'étais prêt à être aider, autour de l'eau. Ouais, à aider des départements et des territoires qui avaient un besoin d'ingénieurs notamment. Okay. Et à l'époque, il existait une fonction qui s'appelle volontaire aide technique qui permettait d'aller dans un territoire ou d'un département d'outre-mer pour faire 18 mois de service national. Donc j'ai bossé là-bas pendant 18 mois et puis après je me suis dit je ne peux pas partir, je suis au bord de l'eau, je vais surfer tous les matins. Il faut que je trouve un moyen de garder cette qualité de vie. Et j'ai pu le faire parce que j'ai trouvé un job là-bas au sein d'un groupe qui s'appelle Vinci, okay. qui fait aussi des télécoms. C'est là que j'ai commencé C'est là que j'ai rencontré d'ailleurs mon premier mentor qui avait cette vision un peu de la vie, tu vois, qui avait compris qu'on pouvait faire les choses sérieusement sans se prendre au sérieux. Et qui, avec énormément de gentillesse et puis de simplicité, m'a appris à faire du commerce, m'a appris à développer une entreprise, m'a appris à convaincre des gens et à développer. Et ensemble, on a développé une boîte. Il avait besoin d'un ingénieur. Ouais. Quand en 95, t'es ingénieur télécom, c'était un très beau titre, ça faisait très très bien. Moi, j'avais peut-être un peu le syndrome de l'imposteur, mais c'était pas grave. Et lui, il avait besoin de développer sa boîte. Moi, j'avais ce titre-là. Et en fait, on a fait un parcours ensemble de 5 ans où je l'ai aidé à développer sa boîte. Et le résultat de tout ça, c'est qu'elle a été rachetée par un groupe dont je t'ai parlé qui s'appelle Vinci. Pas un petit groupe. Oui, une très belle histoire de vie. Donc, j'ai fait ça pendant 5 ans. Après, je suis arrivé à Paris où j'ai travaillé dans un gros groupe européen qui s'appelle Nixdorf pendant une dizaine d'années pour développer des solutions dans le retail et dans la banque autour de la tech. Et en fait, j'ai eu la crise de la presque quarantaine. J'avais un peu moins de 40 ans. Je cherchais à trouver le sens de tout ça. J'avais un peu perdu tous les matins quand je levais. J'avais cette bonne humeur, cette envie de vivre. Mais il me manquait un peu du sens à tout ça. L'impact que j'avais, pour moi, n'était pas forcément le bon. Et j'avais peut-être pas la liberté que je voulais. Okay. Donc j'avais cet esprit un peu entrepreneur au sein des entreprises dans lesquelles j'avais été. J'avais toujours été border, tu sais, celui qui repousse un peu et qui essaie un peu de faire bouger toutes les structures, ce qui est plus ou moins facile en fonction des entreprises dans lesquelles tu vas. Ouais. J'ai eu la chance d'être dans des entreprises qui m'ont permis de faire un peu bouger les lignes, mais à un moment, le cadre, le terrain de jeu n'est pas suffisant. Donc la seule solution, c'est d'avoir le courage de quitter ce terrain de jeu pour en créer un autre. Et de se lancer, quoi. Ce qui est compliqué, hein. Moi, 38 ans, 3 enfants, à l'époque, entre 8 et 13 ans. Ces enfants, tu vois, t'as tout un environnement qui fait que t'as ton équipe, ton salaire, tout ça, etc. Et donc, il faut te lancer. Et donc, il faut aller sur ce nouveau terrain de jeu. Quitter de la stabilité, c'est dur. Ouais, c'est très dur. Donc, j'ai eu plein d'idées qui m'ont traversé la tête. Déjà, il a fallu que je renonce à aller chercher la même chose ailleurs. Ouais. Tu vois, la première étape, c'est la prise de conscience. En fait, est-ce que le terrain de jeu, quand le terrain de jeu ne te convient pas, il faut aller chercher un autre terrain de jeu. Donc, tu as plusieurs façons d'aller chercher cet autre terrain de jeu. Tu as le rêve. Donc, moi, j'ai commencé par le rêve. Je me suis dit, je fais du kite depuis 15 ans. J'ai été au Brésil. Ça fait quelques années que je vais au Brésil. Je vais monter mon hôtel au Brésil. Donc ça a été la première piste. Donc je suis parti bille en tête après avoir démissionné. J'avais une équipe de 30 personnes, tout ce qui va autour, dans une boîte, dans la tech. J'avais un réseau et un rythme de travail très soutenu pour me dire, ok, je vais monter un hôtel au Brésil. Donc tu démissionnes et
financièrement, est-ce que tu as des aides quelque part où tu te dis ok, ça va, je suis tranquille, je peux aussi me prendre le temps de trouver ce qui m'anime? T'as quand même la chance en France, quand tu veux monter une boîte, de trouver des solutions en t'arrangeant avec ton employeur pour partir avec une aide à la création d'entreprise. Donc, première idée, je me dis je vais monter quelque chose au Brésil. Et c'est la première confrontation entre le rêve et la réalité. Tu vas au Brésil, tu sais à peu près où tu veux t'installer, tu as à peu près ta cible, et là tu te rends compte que en fait, vivre là-bas, à distance, avec toutes les semaines ou régulièrement des vacanciers qui arrivent et vivre la vie d'hôtelier à l'autre bout du monde, en fait, tu te rends compte que c'est pas aligné avec ce que tu veux. Le rêve que la vision projetée avec la réalité n'est pas la même. Et donc tu passes 3 mois, 4 mois, et tu te rends compte qu'un certain nombre de personnes n'ont pas du tout la vie que tu as envie d'avoir, qui sont autour de toi. Donc du coup, tu te prends une énorme première claque en te disant non, en fait, ce que je veux faire, c'est pas ça. C'est pas le rêve. C'est pas ça. Cette idée-là, c'est pas la bonne. Donc ta deuxième idée, quand tu reviens et que tu acceptes que tu t'es trompé, comme beaucoup d'entrepreneurs, c'est de te dire en fait, je vais essayer de faire mon métier, mais de manière indépendante. À l'époque, moi, j'étais directeur marketing et communication de cette entreprise de tech. J'étais parti de cette entreprise, j'avais laissé le chemin derrière, et mon patron, quand je rentre, me rappelle et me dit Laurent, il faut que tu reviennes. Et comme tu as énormément douté, que tu t'es pris une première claque, tu dis est-ce que je reviens ? Est-ce que je cède à ce nouveau confort ? Et en fait, ça a été l'occasion de lui dire écoute, si tu es d'accord, j'ai un copain que tu connais aussi, avec qui on peut associer. Si tu nous passes une commande de 50 000 €, on monte la boîte et on revient en prestat externe et on t'accompagne pour, etc. Et donc, j'ai monté en 2013, je crois, 2012 ou 2013, une entreprise de marketing et de communication où on externalisait les directeurs marketing et com. Donc, tu vois, je pars en 2012, 6 mois après, je fais 6 mois, 6-7 mois au Brésil, grosse claque, évidemment, la vie est bien faite, je rentre, mon ancien président m'appelle, est-ce que tu peux revenir ? Je reviens pas vraiment, mais je crée ma boîte. Voilà, donc il y a une petite évolution, mais on n'est toujours pas on est loin du rêve. Tu vois, ces étapes-là dont on parlait, en fait, on les retrouve là marche aussi. Marche par marche, quoi. Et donc, tu deviens entrepreneur. Tu vas voir tes clients, tu fais tout ce qu'il faut pour développer ta boîte, et ça marche. Donc, je suis hyper content, ça marche bien, on trouve nos premiers clients, on est 2 associés, on délivre du service, il est reconnu. T'as pas ce sentiment de pas assez ? À ce moment-là, j'ai surtout la satisfaction de me dire oui, en fait, je peux être entrepreneur et ça peut marcher. Par contre, j'ai une frustration qui est liée, ou en tout cas un manque qui est lié, qu'on va résumer à la solitude de l'entrepreneur. C'est-à-dire que je me suis retrouvé, quand tu viens d'un environnement où tu as plein de collègues, où tu as la machine à café, etc., et que tu te retrouves tout seul ou avec un associé, globalement, il y a plein de questions que tu te poses en tant qu'entrepreneur et que tu ne te posais pas en tant que salarié, auxquelles tu as envie de répondre, mais tu ne sais pas à qui les poser. Tes copains, ils ne sont pas forcément dans cet environnement-là, tes clients, ils ne peuvent pas te répondre, ton comptable, il a autre chose à faire. Et donc, du coup, tu te dis, ok, où est-ce que je vais trouver ces réponses-là ? Et donc là, tu vas dans différentes communautés que tu connais aussi, et tu vas trouver ou tu vas chercher quelque chose. Et tu vas peut-être le trouver et pas le trouver. Moi, à l'époque, j'ai été dans différents réseaux, et en fait, j'ai pas trouvé ce que je voulais, parce que soit j'ai trouvé des réseaux qui étaient un peu trop sérieux, un peu trop carte de visite, cocktail, voilà, je fais ça, il faut que tu bosses avec moi, etc. Ouais, très corpo, quoi. Très corpo. Ouais. Et là, je me suis dit, c'est pas moi. Moi, j'ai besoin d'un truc cool, fun, j'ai envie qu'on s'amuse. Soit tu trouves des réseaux où limite on va t'obliger à bosser avec d'autres gens, il va falloir que tu files des numéros, et si je te file mon numéro de quelqu'un, il faut que tu me files des leads, etc. Moi, c'était pas non plus dans mon ADN de partager un réseau ou des connaissances à des gens dont je connaissais pas les capacités à délivrer un service ou pas. Ouais. Donc il y avait cette question d'authenticité, de confiance qui n'était pas là. Et puis sinon, j'avais aussi fréquenté d'autres réseaux où c'était plutôt festif, mais au final, ce qu'on en ressortait, c'était pas non plus suffisant pour moi. Donc, ça allait pas assez loin, quoi. Ça allait pas assez loin. Donc j'avais une espèce de frustration qui est montée en moi sur les réseaux que j'ai fréquentés.
Et donc là, on arrive à l'idée peut-être. Et là, oui, je fais monter le suspense. C'est un teasing incroyable. Non, mais en fait, c'est bien de voir le chemin. la démarche est complexe parce qu'en fait, tu as cette envie-là qui grandit et puis tu es entrepreneur, tu as ta boîte. Donc tu te dis, ok, est-ce que je peux faire un side project à côté ? Est-ce que à côté de ma boîte qui est en train de grandir, elle a 2 ans, est-ce que c'est raisonnable de te dire que tu es légitime pour aussi avoir ou créer un réseau avec peut-être d'autres valeurs et autour de ta passion pour le kitesurf. Et donc, je commence à pitcher à des copains kiteurs, à des copains entrepreneurs, à des gens que je rencontre dans des soirées, un concept qui, à l'époque, n'avait pas forcément de nom, mais qui plus tard s'appellera Kite & Connect, en disant moi, j'aimerais bien réunir des chefs d'entreprise, leur faire du sport. Ah ouais, super, quel sport ? Le kitesurf. C'est quoi le kitesurf ? Mais t'es à Paris, Laurent. Mais des réseaux d'entrepreneurs, il en existe plein. Mélanger notre vie pro avec le sport et notre passion pour le sport, jamais on aura envie de le faire. Voilà, donc j'ai commencé à pitcher toute cette idée-là. Mais en fait, tous les arguments que je viens de donner, là, c'est ce qu'on m'expliquait, quoi. En gros, j'ai rencontré des dizaines de personnes qui m'ont expliqué toutes les bonnes raisons pour pas y aller. Et surtout, elles m'ont dit, concentre-toi sur ton business. Déjà, tu montes une boîte. Arrête de te disperser dans d'autres choses. Et tout ça fait son chemin. Mais bon, ça dure 6 mois, ça reste quand même là, quoi. Ça reste quand même là. Tu vois, quand tu as une idée... et que tu sens que cette idée-là, elle peut aboutir sur quelque chose, tu la gardes. Jusqu'au jour où, souvent l'été, à l'apéro, tu refais le monde. Hein, avant la rentrée, et on est mi-août, tu te dis, qu'est-ce que tu vas faire à la rentrée ? Et j'en parle à un copain qui est français, qui vit en Californie, à qui je fais le pitch. Ça doit être le 60e, 70e, 80e, je ne sais pas. Et lui sourit, me pose des questions, et finalement me dit à la fin, au bout de 2 minutes, me dit « Mais Laurent, pourquoi tu n'y vas pas ?» Je lui réexplique toutes les raisons. Et là, elle me dit « Mais ça existe, ce que tu veux faire existe. Ça existe aux États-Unis, ça a été fondé en 2008-2009 par un patron d'un fonds d'investissement qui s'appelle Bill Tai. Il s'est associé avec une kitesurfeuse très connue aux États-Unis qui s'appelle Suzy Mai. Ensemble, ils ont fait un club qui s'appelle Mai Tai, comme le cocktail. C'est the place to be en Californie. Il y a des start-upers, il y a des investisseurs, il y a des entrepreneurs. Ils se réunissent, ils font des conférences, ils vont sur des spots de kite. Je dis, mais ça, c'est mon idée, ça. c'est que ça peut marcher si ça marche là-bas. Exactement. Exactement. Donc, si ça peut marcher aux États-Unis, ça devrait pouvoir marcher en France. Et le cadeau qu'il me fait, le deuxième cadeau qu'il me fait, c'est de me dire, tiens, voilà le numéro de Bill. Appelle-le. Appelle Bill, c'est un copain. Il pourra peut-être te donner 2-3 conseils ou t'aider. Super. Ni une ni deux, le lendemain, j'appelle Bill. Bill, en plus, le prénom est parfait. Là, vraiment, on est dans le cliché des Américains. Bill, qui est vraiment pour l'anecdote, c'est vraiment un investisseur talentueux puisque c'est un des premiers à avoir investi dans les plateformes de visioconférence. Et donc aujourd'hui, c'est vraiment un gars qui est très très avec puissant. Avec une vision très visionnaire, quoi. Ouais. Et donc j'explique à Bill, moi le petit Frenchie, ce que j'ai envie de faire. Il me dit vas-y. Et petit encore syndrome de l'imposteur, est-ce que tu veux que je crée la division de ce que tu as fait aux États-Unis en France ? Il me dit non, mais fais ton truc, c'est très bien, etc. Et je crois que 3 jours après, j'avais déposé les statuts de Kite & Connect et que je m'étais dit ok, je ne peux pas faire autrement que de faire ça. Secret Kite & Connect, donc du coup la fusion entre l'entrepreneuriat et le kite. Tu nous raconteras un petit peu plus tard peut-être pourquoi le kite et comment c'est arrivé dans ta vie. Pourquoi tu as voulu faire un lien entre le sport et le business ? En fait, quand on fait du sport, quand on partage, quand on transpire ensemble, ce qui se passe, c'est qu'on crée un moment, on crée de l'émotion, on crée quelque chose qui fait qu'on se connecte. Et comme on transpire, comme on vit une émotion forte, qui peut être du plaisir, qui peut être de la peur, qui peut être du rire, etc. Et du coup, tu passes dans un mode où tu lâches prise et tu es dans l'authenticité. Et une fois que cet état-là, créé par le sport, du coup,
naturellement, tu vas être dans un état où tu vas te livrer, partager. On voit ça dans des assos, dans des clubs, c'est etc., vrai, où les gens ont envie de parler après et de se lâcher. Ils vont parler de leur vie perso, notamment, etc. Et ben, si tu mets les gens dans cet état-là et que tu favorises cet état d'authenticité entre les participants, et qu'après, tu leur permets, avec différents outils, de parler de leur vie pro, de leur vie perso, de parler business aussi, et ben, tu crées quelque chose, tu crées un état qui va favoriser naturellement l'échange, le partage, les rencontres, la sincérité. Ouais, de manière plus simple, quoi. Et tu vas, derrière, créer un état que nous, on appelle de business émotionnel, puisqu'il est intimement fondé, au départ, sur du partage d'émotions. Donc, en fait, par étapes, mécaniquement, tu travailles sur ton corps avant de travailler sur l'esprit, en fait. Si ton corps lâche prise, après ton esprit lâche prise, et après, du coup, tu es dans cet état-là où tu as envie de partager, de te livrer. Et du coup, contrairement à peut-être d'autres endroits ou d'autres lieux où tu vas te mettre dans une posture où tu vas vendre quelque chose, où tu vas te dire bah, viens bosser avec moi, je suis le meilleur, viens bosser, je peux t'aider là-dessus, etc. Tu vas être dans une posture de lâcher prise, donc tu vas parler des sujets qui te portent, des vrais sujets de fond, et donc tu vas lâcher, et donc tu vas raconter ce qui te pèse. Et du coup, les gens en face de toi vont pouvoir t'aider parce qu'eux aussi sont dans cette émotion-là. Et en fait, ensemble, bah, tu vas apprendre de tes pairs comment revendre ta boîte, comment lâcher prise avec ton directeur commercial, comment gérer ta vie perso en parallèle de ta vie pro, comment prendre plus de vacances ou comment mieux gérer tes vacances ou assumer tes vacances. Oui, tu rentres tout de suite plus dans des sujets profonds tout de suite. Exactement, Ouais. tu vas gagner du temps, tu vas ouais. gagner énormément de temps sur la relation que tu vas créer avec les autres et tu vas aller plus loin et plus en profondeur dans les échanges que tu vas avoir. Et c'est un peu cette magie qu'on essaie de créer, dont moi j'avais pas conscience quand j'ai créé Kite & Connect. C'est ça qui est important que tu comprennes, c'est-à-dire que c'est au fur et à mesure. Quand j'ai créé Kite & Connect au départ, je me suis dit, comme un idiot, je vais réunir des entrepreneurs et je vais les aider à progresser. Pour les aider à progresser, je vais faire venir des coachs, je vais faire venir des mentors, des gens comme ça. Et le premier camp que j'ai créé en 2014, eh ben, j'ai réussi péniblement à réunir 17 personnes, c'est un autre sujet, après plein de déboires, mais j'ai quand même réussi à réunir 17 personnes et j'ai fait venir un coach à l'époque pour entrepreneurs, pour leur apprendre à mieux gérer leur vie, etc. Et en fait, dès les premières heures, dès les premiers jours, dès le premier camp, je me suis rendu compte que c'était pas ça qu'il fallait faire. En fait, ils n'avaient pas envie d'entendre la voix de quelqu'un d'autre. Ils avaient envie entre eux de partager, d'échanger et de s'apprendre les uns les autres, quoi. Donc au fur et à mesure, si tu veux, j'ai compris qu'il fallait leur mettre en place des outils pour qu'ils arrivent à partager. Comment faire, parce que naturellement on peut se parler comme là, mais si je te donne des outils pour le faire, ça va peut-être mieux marcher. Et puis si on est 5, peut-être qu'il faut d'autres outils pour faciliter. Donc quels outils vont permettre aux entrepreneurs de faciliter les échanges? Dans quelle situation faut-il les mettre? Et comment faire en sorte pour qu'ensemble, ils s'apportent le maximum de valeur. Et tu vois, là, on revient d'un week-end à la presqu'île de Gien, et on a aujourd'hui des entrepreneurs qui ont 20 ans, 30 ans, jusqu'à 60 ans. Et quand tu vois un jeune entrepreneur corse qui travaille dans les fruits et légumes, qui a repris la société de ses parents avec ses 2 frères, et qui vient là, et qui pensait à prendre le kite et juste se divertir, et qui revient et qui se dit, en fait, mon site web B2B commerce, c'est comme ça qu'il faut que je le monte, parce que en discutant avec 2-3 entrepreneurs, je me suis rendu compte que j'allais dans le mur. Et il appelle son frère en catastrophe, il lui dit non, on est en train de se planter, c'est pas ça qu'il faut faire. Et puis qu'après il parle avec quelqu'un d'autre. Et en fait, tu te rends compte que c'est hyper riche, quoi. Ouais, là c'est génial, c'est que ça marche. Quand tu prends des gens qui viennent d'horizons très différents, parce que c'est ça l'ADN du club, c'est des gens qui viennent du monde de la santé, d'autres du monde de la finance, des patrons de TPE, de PME dans tous les environnements. Quand tu mixes, quand tu fais une hétérogénéité maximum, et ben en fait, les gens se lâchent parce que globalement, ils n'ont pas de concurrents, globalement, ils sont dans une atmosphère bienveillante. Et c'est ça. Et donc, du coup, on revient à la question que tu me posais au départ. Si on prend du recul, tout ça, l'idée, c'est d'essayer de changer sa vie, quoi. Essayer de changer. Et ce week-end, tu vois, la vie de Johan, elle a un peu changé grâce à un camp de kite. Bizarre, non? Et alors, pourquoi Kite & Connect et pas Vélo & Connect ou Ski & Connect? Enfin, je sais pas pourquoi Kite. Il y a 2 raisons, Camille.
La première, elle est liée à moi. Ouais. Elle est liée à ma passion. Elle est liée au fait que j'adore la mer, que je suis né en Normandie, en bord de mer, que j'ai été en école de voile, que j'ai appris de dériveur, après que je suis devenu moniteur de voile. Donc tu vois, toute cette passion pour la mer, elle m'anime. Et j'ai découvert le kitesurf en 97-98 avec les premiers kitesurf qui avaient été créés par une marque qui s'appelle Wipika. Avec des copains, on s'en est acheté un, on a testé, on a eu très très peur, on a remis ça dans un placard. Bon. Et puis en 2003, j'ai réessayé. Et là, le sport avait énormément progressé. Donc tu vois, ça fait il y a 20 ans. Il commençait à y avoir une maturité. Rapidement, j'ai commencé à en faire un peu, beaucoup. Et c'est devenu une passion. Alors, c'est devenu une passion parce qu'en termes de rapport entre le plaisir que tu prends et le risque que tu as, il est faible. Qu'est-ce que je veux dire par là ? Tu as des sports qui sont ingrats. Le surf, par exemple, tu vas sur l'eau. Tu vas 1 heure sur l'eau. Tu prends, si t'es bon, une dizaine de vagues. Et chaque vague, tu te mets debout et ça dure 10 secondes. Donc, en 1 heure, si tu as fait 1 minute, 1 minute et demie de glisse, t'es content. Et t'es super content. Et moi, je kiffe. Je suis un surfeur aussi, j'adore la glisse. Mais il y a peut-être d'autres sports où tu peux encore prendre plus de plaisir. Par exemple, tu vas au ski, on va dire qu'à mi-temps, tu montes la piste, l'autre mi-temps, tu la descends. C'est vrai, ouais. Donc, tu glisses beaucoup plus déjà. C'est moite-moite. C'est moite-moite. Ouais. Et en kite, c'est quasiment full-time. C'est-à-dire que tu pars, t'as ton aile qui te tire. C'est un sport, comme tu sais, qui n'est pas très physique, qui est plus un sport technique, où tu vas diriger, où ta barre va te permettre d'avoir à la fois ton volant et ton accélérateur. Et en fait, tu vas être dans un plaisir où tu vas glisser sur l'eau. Tu es porté. Au final, tu vas pouvoir avoir des très belles sensations avec, contrairement à ce qu'on peut penser ou ce qu'on peut dire ou dans les médias, etc., ou l'image qu'on peut avoir, c'est ni très physique, ni très dangereux. Et donc, en fait, tu peux mettre des gens au kite. Moi, mes enfants, ils ont commencé le kite, ils avaient 9-10 ans. Et tu peux mettre des gens au kite. La personne la plus vieille que j'ai rencontrée qui faisait du kite et qui démarrait le kite avait 80 ans. Alors évidemment, ça se fait pas sur toutes les plages, dans toutes les conditions, etc. Mais globalement, c'est un sport que tu peux faire à tous les âges, tu vois, de 7 à 77 ans, que tu peux faire, que tu fasses 40 kilos ou 110 kilos, parce qu'on adapte la taille de ton aile, etc. Donc c'est un sport qui apporte beaucoup de plaisir, qui est très large. Et donc, finalement, là, je t'ai donné ma deuxième raison. Il y a ma passion pour ce sport-là, parce que moi, je kiffe ce sport. Et puis, le fait qu'en fait, il puisse être accessible à beaucoup de gens. Et beaucoup de gens, notamment des entrepreneurs qui ont des vies très complexes, avec peu de temps. Donc, c'est pas réservé qu'aux initiés, il y a aussi des débutants dans l'histoire. Alors, nous, chez Kite & Connect, on a peut-être... un quart des participants qui viennent, un quart des entrepreneurs qui viennent, qui n'ont jamais fait de kitesurf. Alors maintenant, on parle aussi d'un deuxième sport qui s'appelle le wingfoil. Ouais. Mais globalement, oui, on a beaucoup d'entrepreneurs qui démarrent avec nous ce sport-là, qui démarrent de zéro. Et d'ailleurs, certains arrivent en se disant « mais je ne vais pas y arriver, ça va être compliqué » ou « j'attends d'en faire pour être légitime ». Non, c'est pas un sujet. En fait, apprendre... La pédagogie, ça fait partie du truc et de ce qui se passe chez nous. Et en plus, tu sais que tu vas apprendre avec d'autres entrepreneurs. Ta frustration, tu vas pouvoir la partager. Que c'est pas facile, hein, c'est pas un sport qui est facile. En plus, t'es livré à toi et toi dans l'eau, t'es tout seul avec ton aile et ta planche. T'as quand même... C'est assez révélateur de la personne que tu es, je trouve, quand t'es avec ton aile. Mais... Tu as raison, tu navigues, donc tu peux voir, tu peux voir que les gens naviguent souvent quand ils sont dans la vie. Et tu vas voir que quelqu'un qui est fonceur sur l'eau, il va foncer et il va pas toujours regarder à côté. Celui qui fait très attention va toujours s'écarter quand tu vas le croiser, etc. Donc oui, c'est révélateur. C'est révélateur. La façon dont tu navigues sur un kite est révélateur souvent de ton caractère. Ça, c'est vrai. Moi, j'ai mis énormément de temps à apprendre le kite et à être autonome en kite. Et je trouve que c'est assez, finalement, avec le recul, assez révélateur de la personnalité que je suis. Mais il y a très peu de sport. Tu sais pourquoi t'as mis du temps à sortir ? Je sais, aujourd'hui, en fait, j'ai trouvé ça intéressant de voir comment ton cerveau peut switcher à un moment donné à quelque chose qui devient compliqué et qui ensuite devient un automatisme. Ça, j'ai trouvé ça intéressant. Et après, je pense que ça devait peut-être un petit manque de lâcher prise, clairement. Exactement. C'est vraiment ça, où au moment donné, il s'est passé un truc et je me suis dit, allez, vas-y. C'est comme si on pouvait faire une comparaison sur
sur un cheval, tu as des rênes. Là, tu as une barre qui permet de piloter une aile qui est à 20 mètres de toi. Et donc, en fait, comme tu ne la tiens pas directement, qu'il y a cette espèce de distance entre les deux, cette distance, forcément, elle crée chez toi, pas une panique, mais peut-être un certain nombre de blocages. Et contrairement à d'autres sports, effectivement, ce que tu tiens dans les mains, il va d'autant plus être facile à manier que tu es dans le lâcher-prise, dans la respiration, etc. Si tu t'accroches à ta barre, ta barre elle va accélérer, tu vas pas pouvoir la piloter. Si tu la tiens en lâcher-prise, si tu la tiens à peine, tu fais que de la guider, et en fait, ça va être beaucoup plus efficace et tu vas t'en sortir. Et donc, travailler sur le lâcher-prise, la respiration, et il y a beaucoup de métaphores avec le monde de l'entrepreneuriat d'ailleurs, parce que si tu veux y arriver, tu as ton objectif, tu as des étapes à passer, mais si tu n'essaies d'y aller qu'en force, souvent tu te prends des obstacles et tu ne prends pas la route la plus rapide. Ouais. Alors qu'en kite, comme dans l'entrepreneuriat, si dans le lâcher-prise, dans l'observation, dans la sensation, souvent quand on va faire le parallèle avec les chasseurs, le bon chasseur et le mauvais chasseur, le sketch des inconnus. On ne va pas revenir sur les chasseurs, mais tu as deux types de profs de kite. Ceux qui te téléguident. Alors ça fait super plaisir. T'as ton haut-parleur dans l'oreille et on te dit vas-y, tire à gauche, tire à droite, etc., etc. Et en fait, t'es téléguidé par le moniteur de kite et tu sais en faire, mais dès que le moniteur est plus là, c'est fini. Tu sors du cours, tu dis je sais en faire, tu t'achètes du matériel et tu vas sur le spot de kite et en fait, tu sais pas en faire. Ça, c'est le type de prof de kite numéro 1 qu'il faut essayer d'éviter. Mais tu le sais pas forcément. Ouais. Et t'as le type numéro 2 de moniteur de kite qui lui va juste aller chercher les sensations. Il va te guider, il va te dire tiens, essaye de tirer sur ta main gauche, regarde ce qui se passe. Ah oui, je vois que mon aile elle descend et que ça fait ça, ah ça me tire, etc. Et c'est celui qui va, quand tu sors de l'eau ou quand tu vas échanger avec lui, va te dire ok, quelle sensation tu as eu, comment tu t'es senti, qu'est-ce qui se passerait si tu faisais, etc. C'est celui qui crée un dialogue avec toi et qui essaie pas de te téléguider. Et ce moniteur de kite, finalement, il te permet progressivement de te rendre autonome. Ça paraît plus complexe, mais un bon moniteur de kite, c'est celui avec qui tu échanges. Et ce sport-là, pour te donner je t'ai parlé du rapport plaisir, prise de risque, qui pour moi est incroyable. Tu as un autre truc qui est incroyable quand tu fais du kite, et dont on ne prend pas forcément conscience, contrairement à beaucoup de sports sur l'eau. Souvent, sur l'eau, comme c'est une voile qui te tracte, ta voile, elle est devant toi. Ouais. Et ta voile, finalement, elle te coupe du reste du monde, puisque tu la regardes, puisque tu es face à cette voile-là. C'est le cas sur un dériveur, c'est le cas sur un catamaran, c'est le cas sur une planche à voile. Le kite, c'est génial. Ta voile, elle ne te bloque pas la vision, puisqu'elle est au-dessus de toi ou devant toi. Et donc, en fait, quand tu fais du kite, tu as une vision à, on va dire, 200 et quelques degrés. Il suffit que tu tournes un peu les épaules, etc. Donc, tu vois tout ton environnement. Donc, tu peux profiter de la montagne au loin, tu peux profiter des copains. Tu profites de l'environnement tout autour, quoi. Et ça change tout. Quand tu le réalises, c'est ça qui change tout aussi, sur cette sensation de faire du kitesurf. C'est un sport individuel et en même temps, tu peux être avec un groupe de potes et kiffer la nave tous ensemble, quoi. Sur l'eau, tu es seul, mais tu as beaucoup de moments d'interaction ou pour la préparation, pour le retour, où tu vas échanger, tu vas partager, où tu n'es pas seul, effectivement. Ouais. Et donc aujourd'hui, Kite & Connect, c'est combien de membres ? Alors, Kite & Connect, aujourd'hui, c'est 500 membres qui sont partout en France. Moi, je suis basé à Paris, mais je passe mon temps à expliquer et à aller dans toutes les régions de France pour développer le club partout. Parce que l'entrepreneuriat français, il est partout, parce que les plages, elles sont plus sur les bords de la France qu'à Paris. Et parce que je pense que c'est important d'avoir quelque chose qui est représentatif. Donc, tu vois, on était à Marseille la semaine dernière, on a fait un after-work à Marseille. Au mois de mars, on a fait le tour de France de toutes les villes. C'est un club qui regroupe 500 entrepreneurs dans tous les métiers, avec des entrepreneurs qui sont solo-entrepreneurs, et puis tu en as d'autres qui ont des boîtes de 3000, 4000, 5000 personnes. Et c'est pas un sujet pour moi, un sujet. Le sujet, c'est quoi tes valeurs, qu'est-ce que tu veux apporter, pourquoi tu es là. Comment tu recrutes les gens, comment tu valides les gens dans ton réseau ? Parce qu'on est entrepreneur, mais on n'a pas tous les mêmes valeurs. Oui, c'est à la fois simple et compliqué. Si tu mettais un questionnaire, tu t'obligerais à avoir des gens qui se ressemblent ou qui aient un certain, tu vois, qui ait levé tant de millions d'euros, qui ait fait ceci ou qui ait fait cela. En fait, mon idée dès le départ, ça a été de dire, quel que soit ton niveau en kite, tu peux rentrer. Ça a été, quelle que soit la taille de ta boîte, tu peux venir. Ce qui m'importe, moi,
c'est un club, c'est une communauté, c'est est-ce que j'ai envie de passer un moment avec toi ? Est-ce que j'ai envie de prendre un café ? C'est l'énergie, quoi. Est-ce que ensemble il se passe quelque chose ? Est-ce qu'il y a une belle énergie ? Est-ce que les valeurs que tu as, même si elles sont différentes des miennes, sont cohérentes et apportent quelque chose et donnent du sens à tout ça ? Tu rencontres tout le monde ? Je rencontre tout le monde, ouais. Ok. Je rencontre tout le monde. Bah, en tout cas, j'essaye de le faire. Alors des fois c'est en visio parce que tout le monde effectivement est pas à Paris. Et puis on a des moments pour rencontrer tout le monde. On a des after-work où les gens viennent pour rencontrer la communauté. On a un événement par an qui est ouvert aux gens qui sont pas du club, qui veulent découvrir un événement sur 3-4 jours. Et là, ça a lieu en septembre à Darla tous les ans. Il y a plein de moyens pour essayer de faire en sorte que eux découvrent ce que c'est que le club, parce que de la même manière que le club est pas fait pour tout le monde est, tu vois, faut que ça soit dans les deux sens et que tout le monde se sente bien. Et les parcours qu'on fait ensemble, tu vois, c'est intéressant dans les clubs aussi de réfléchir combien de temps les gens restent et qu'est-ce que ça a apporté. Ouais. Parce que tu as toujours un point d'entrée et on valorise toujours les gens qui sont rentrés, mais tu as des gens qui sortent. Et c'est bien qu'il y ait des gens qui sortent parce qu'il faut du renouvellement. Une communauté fonctionne s'il y a des nouveaux. Si à chaque fois tu vois les mêmes, t'es content de revoir les mêmes personnes, t'es content de partager, de dire tiens, depuis 6 mois il s'est passé ça, depuis qu'on a échangé il s'est passé ça, mais t'es aussi content de voir des nouvelles personnes. Et les chemins de vie font qu'à un moment les gens revendent, partent à l'étranger, partent à la retraite, ou veulent autre chose, ou se lassent du kite, tu vois, c'est aussi possible, tu vois. Aussi. Et j'ai appris, et c'est ça qui me fait plaisir, tu vois, d'accueillir les nouveaux, de les intégrer, d'avoir des gens qui sont là comme des repères, parce qu'ils sont là depuis le début du club. T'as des gens qui sont là depuis 10 ans, qui ont fait 25 ans avec nous, qui peuvent te raconter tout l'historique, et t'en as qui arrivent, t'en as qui repartent, et je trouve ça, cette communauté, elle est vivante. Ce qu'il faut aussi, c'est qu'une communauté, elle soit vivante, quoi. Toi, tu es un peu tu es le visage de ce réseau. Aujourd'hui, tu as une équipe. Mm-hmm. Est-ce que tu crois que tu vas réussir à déléguer un petit peu ce visage à d'autres ? Comment tu vas faire ? Parce qu'au bout d'un moment, si ça grandit encore, tu peux plus... Alors, là, on fête les 10 ans cette année de Kite & Connect. Il y a eu plusieurs étapes. Il y a une étape où on a testé le concept, les 4 premières années. Il y a une étape, à partir de 2018, où on s'est dit, OK, on y va, ce concept, il fonctionne. Et on l'a développé complètement. Et cette étape-là, elle a été interrompue par le Covid. Okay. Donc on a failli tout arrêter dans l'événementiel pour le Covid. Et en même temps, le Covid a tout changé. Parce qu'il a changé la priorité de vie des gens. Il a changé leur rapport avec leur entreprise, leur rapport avec le télétravail. Tu avais beaucoup de chefs d'entreprise qui culpabilisaient de partir une semaine, faire un camp avec nous, même s'ils revenaient avec plein d'idées reboostées. Ils culpabilisaient de ne pas être avec leurs collaborateurs. Maintenant, beaucoup de gens peuvent être en télétravail. Et pourquoi pas être en télétravail à la Presqu'île de Gien ou à Darla, tu vois. Oui, bien sûr. Après, il y a aussi la mentalité de l'autre côté de se dire qu'est-ce que vont penser mes salariés, de se dire elle est partie une semaine à Darla faire du kite, tout ça pour travailler, entre guillemets. Mais t'as raison, cette culpabilité vis-à-vis de ses collaborateurs ou de sa femme ou de son mari complètement, ou vis-à-vis de ses enfants. Et au départ, c'est une vraie culpabilité. Et en fait, ce qui se passe si tu parles avec des membres du club, ils vont tous se dire mais en fait, j'y retrouve tellement d'idées, d'énergie, d'inspiration, peut-être aussi un peu de business, mais même si c'est pas le premier objectif, que en fait, je me pose pas la question aujourd'hui. Je me pose plus la question de j'y vais pas. Je sais que ça va m'apporter des réponses à des questions que je me pose, ça va m'apporter peut-être une énergie que je cherche ou des nouvelles idées pour développer ma boîte. Et l'impact, on le calcule à la fois sur le plan business, sur les gens, mais on le calcule aussi en énergie quand ils reviennent. Donc, mais c'est compliqué ça a été compliqué à montrer, et c'est même, aujourd'hui, tu peux me croire, tu peux écouter les témoignages vidéo, mais c'est complexe parce que c'est du feeling, c'est l'énergie, c'est de l'expérience. Donc, comment tu valides l'expérientiel ? Donc, première phase, il fallait montrer le concept. Deuxième phase, il y a eu le Covid. Et puis maintenant, depuis 2 ans, ça s'est énormément développé. Et donc la question, c'est jusqu'où, comment, etc. Et comment faire pour que ça soit moins intuitu personnel, puisqu'on a tous ce sujet-là quand on a une entreprise. À un moment, on le fait parce qu'on s'éclate, parce qu'on apporte. Mais il faut qu'aussi elle ait une valeur. Et il faut imaginer, est-ce que mon entreprise peut se développer et continuer sans moi ? Et si oui, comment ? Et donc ça, c'est l'objectif des 10 ans qui viennent. Je me suis entouré là, de super collaborateurs. On est 5 dans l'équipe, plus 2 ou 3 prestataires sur des sujets comme du marketing digital, des newsletters, tu vois,
de l'accompagnement commercial. Mais avec cette équipe de 7-8 personnes, on développe quelque chose. Et mon objectif aujourd'hui, moi, c'est de absolument trouver un moyen de laisser la place à des gens de l'équipe, de leur donner plus de responsabilités. Finalement, faire ce que tu aspires pour les autres et te sortir un petit peu de la tête de ton business pour le laisser gérer par d'autres, quoi. Ouais, c'est ça. Est-ce que tu appliques ce que tu proposes aux autres? Est-ce que tu te l'appliques pour toi? J'essaie de me l'appliquer, mais en fait, c'était compliqué. Ce qui est compliqué, c'est que pour le faire, il faut que tu sois arrivé à un certain niveau de maturité. Et là, on est arrivé à ce niveau de maturité qui te permet de te dire, ok, je lâche prise là-dessus, j'accepte qu'on fasse des erreurs, tu vois. Ou que ça soit pas fait comme tu l'aurais fait. Ouais, c'est ça. Donc il faut un peu processer le truc, il faut un peu l'écrire, tu vois, tout ce que tu as fait de manière naturelle, il faut un peu l'écrire. Et tu acceptes effectivement que ça soit pas fait comme toi tu l'aurais fait, à la manière des autres, etc. Mais en fait, tu t'aperçois souvent que ça marche. Ouais. Donc, voire mieux même parfois. Voire mieux, ça te donne d'autres idées, ça te permet de réagir différemment. Moi, ce qui me plaît dans ce métier-là aujourd'hui, c'est aussi à chaque fois de proposer des expériences différentes. Et mon objectif, c'est ça, si tu veux, c'est changer la vie des gens tranquillement. Et je te dis tranquillement là parce que à un moment, je suis un peu... Des fois, je vais loin, je vais fort. Et je sais qu'il y a des gens qui sont revenus de Kite & Connect en se disant « j'ai raté ma vie, quoi. Je me suis planté, je suis complètement à la masse. » Et qui ont complètement pété un plomb parce qu'on leur a délivré tellement de choses qui nous ont perturbés que, tu vois, en fait... Oui, tu as créé le chamboulement un petit peu. Et il faut être bienveillant aussi. Ouais. Donc, faut trouver le juste milieu dans tout ça. Et en fait, si tu peux changer la vie des gens, il faut aussi faire attention à essayer de les accompagner dans ce changement-là et pas être, pas être trop violent. Ouais. Et est-ce que tu dirais que ce qui te manquait il y a du coup 12 ans, quand tu t'es lancé en tant qu'entrepreneur, tu as trouvé ce qui te manquait en créant Kite & Connect ou... Ah oui, moi aujourd'hui je suis complètement aligné. Il n'y a pas de chose qui me rende plus heureux aujourd'hui quand je me lève le matin en me disant ok, je sais pourquoi on le fait, je sais la valeur que ça apporte, on a plein de feedback hyper positifs si tu veux, donc c'est important d'avoir tout ça. Et je te le dis d'autant plus, toi qui as été aussi dans la structuration d'événements, que ça peut être un métier compliqué, soumis à plein d'aléas, que ça soit les grèves, que ça soit les épidémies, que ça soit les catastrophes naturelles. Quand tu organises un événement, c'est complexe. C'est un métier que moi j'appelle souvent un métier d'épicier parce que tu fais appel à plein de métiers et l'ensemble de ces métiers-là, tu cumules un certain nombre de prestataires avec des coûts individuels et c'est l'ensemble de ces coûts-là que tu intègres pour faire un prix de vente. Et donc si tu fais pas attention à l'ensemble de tes coûts, et à la fin tu gagnes pas d'argent. Or une entreprise qui se développe, qui a des bons collaborateurs, qui a des ambitions, il faut qu'elle gagne de l'argent et pour qu'elle soit saine. Donc c'est un métier qui est très complexe à gérer, mais j'y prends tellement de plaisir si tu veux que je me pose pas la question de pourquoi je le fais, quoi. T'as réintégré le motif rêve dans ton... Pas au Brésil, mais... J'ai réintégré le motif rêve partout dans le monde parce qu'on a la chance de faire des camps partout dans le monde. On fait 40 événements par an. Okay. Tu vois, on fait un after work tous les mois à Paris, on en fait régulièrement en province, on fait une conférence en ligne tous les mois, on fait un dîner un peu original tous les mois, et tous les 2 mois, on part faire un événement qui dure entre 4 jours et 8 jours, où on mélange kitesurf, wingfoil et échange business, inspiration, etc. Et donc, ça fait beaucoup d'événements pour animer cette communauté. Et tout ça, en fait, ça me permet de vivre des expériences extraordinaires partout dans le monde, si tu veux. Donc oui, c'est aligné. Et en fait, je préfère emmener les gens, finalement, et vivre une expérience plutôt que si j'étais dans un hôtel qui viennent à moi. Voilà, et c'est toujours pareil. Hein. Est-ce que tu viens vers les autres ou est-ce que tu les emmènes ? Voilà. Ouais. Moi, j'ai besoin d'emmener les gens. Ça fait partie aussi de ce que j'ai compris. Et en tant qu'entrepreneur, faut se poser la question. Est-ce que vous avez envie d'être en réception et de recevoir et d'accueillir et c'est un type de métier et tu as d'autres métiers où tu vas emmener les gens, tu vas les accompagner c'est vrai, pendant c'est une deux tranche de vie. Différentes, ouais. Et ça change et ça guide la façon dont tu vas développer ta boîte et dans lequel tu vas la faire pivoter ou orienter. Où va Kite & Connect aujourd'hui et qu'est-ce qu'on peut te souhaiter ? Qu'est-ce que tu aimerais, toi ? Moi, j'aimerais. Ce que je sens, c'est qu'il
il y a de moins en moins de réticence, il y a de plus en plus de compréhension de ce que peuvent apporter globalement les clubs d'entrepreneurs. Que ça soit le CJD où on s'est connu, que ça soit Kite & Connect. Et je pense que c'est un maillon essentiel pour un entrepreneur d'avoir un réseau, une communauté qui l'accompagne. Une ou plusieurs. Déjà, j'aimerais que ce côté, tu vois, networking, ce truc-là, que ça soit dans les bases de ce qu'on essaie d'apprendre à un enfant, un entrepreneur, etc. Faut que, tu vois, que ça fasse partie, ça fasse de partie de l'éducation, ouais. etc. Tu as besoin d'un réseau pour grandir, tu as besoin des autres pour grandir. Et quel que soit ton métier, et notamment entrepreneur, tu as besoin de ça. Donc moi, ça fait partie de ce que je voudrais qu'on partage, qu'on diffuse dans les médias. Et pour ça, un de mes rêves, si tu veux, c'est que sur des grands médias, on arrête de parler toujours de sujets, soit des entrepreneurs qui réussissent à l'extrême, dans les startups qui ont levé des fonds et qui sont des licornes, et ce qui nous intéresse, c'est les chiffres. Mais au final, des fois, il n'y a même pas d'argent. Et est-ce que c'est des réussites ou pas ? Moi, j'aimerais bien qu'on parle des entrepreneurs qui se lèvent le matin, qui travaillent dans des micro-business, dans des niches, qui embarquent avec eux 5, 10, 50 collaborateurs, qui apportent énormément de bonheur autour d'eux, à leurs clients, à leurs collaborateurs, et qui font, si tu veux, le terroir de la France, et dont je n'avais même pas conscience il y a encore 15 ans, puisque j'étais salarié dans des grands groupes, etc. Et donc, j'ai envie qu'on fasse connaître ces gens-là, j'ai envie qu'on les accompagne, et qu'on accepte aussi, tu vois, dans les médias. Moi, même aujourd'hui, si je vais sur un média ou si je me fais interviewer par la presse, rapidement, la caricature, ça va être « Ah ouais, vous faites du sport, en fait, vous allez vous faire plaisir sur des plages, et vous allez passer ça en frais profit sur votre boîte. » C'est-à-dire qu'il y a un parti pris qui n'est ni justifié, ni basé sur une expérience, quoi que ce soit. Il y a juste un parti pris qui peut être, en tout cas, pas juste. Et j'aimerais que tout ça, si tu veux, soit un peu inversé, qu'on se dise, OK, la curiosité, pourquoi ça marche, qu'est-ce qui fait que ça marche ? Et ça peut marcher dans le kite, mais ça peut marcher dans le vélo. Moi, je ne l'ai pas développé dans le vélo parce que je ne suis pas passionné de vélo, tu vois. Mais ça peut marcher dans le vélo, ça peut marcher à la montagne. On a essayé de le faire avec Edgar Gros-Piron. On a un projet là-dessus qu'on n'a pas pris le temps de développer, mais ça peut marcher dans d'autres sports. Mais on a besoin du physique et du mental. Ouais. On a besoin d'un corps qui nous apprenne et qui nous entraîne à réussir les grands défis qu'on a en tant qu'entrepreneur. Donc ce corps-là, il faut l'entretenir. Et donc, il faut le sport. Et il faut un environnement dans lequel tu peux partager, etc. Donc pour moi, l'avenir des entrepreneurs et l'avenir globalement, toutes ces entreprises qui veulent se développer, ils passent par des communautés. Il y en a plein à créer, un peu novatrices, qui vont permettre aux gens de faire du sport, d'échanger, de partager et mêler l'utile à l'agréable. Parce qu'il n'y a rien de mieux. Pourquoi est-ce qu'on séparerait nos vies pro, nos vies perso ? On n'est pas, tu vois, on n'est pas schizophrène, quoi. On a l'impression que pour quand on travaille, il faut que ce soit dur. C'est un peu cette mentalité qu'il faut qu'on arrive à faire changer, mais. Mais tu sais comme moi qu'on a travaillé tous les deux pour en arriver là. C'est ça. Que l'un n'empêche pas l'autre. Complètement. Mais il faut pas forcément souffrir. Il faut pas forcément. Et surtout, on peut faire les deux en même temps. Et il y a beaucoup d'entrepreneurs qui n'ont pas conscience de ça. Qui n'ont pas conscience ou alors qui attendent d'avoir réussi pour s'autoriser à se faire plaisir. Et après, il faut aussi malgré tout les finances, parce que ces réseaux ont des coûts d'entrée. Le kite a un coût également, c'est quand même un sport qui coûte. Aujourd'hui, je pense qu'à terme, ça deviendra quelque chose de plus accessible, mais aujourd'hui, faire du kite, ça a quand même un réel coût, donc c'est peut-être une limite quelque part. Mais... T'as raison, le coût, c'est intéressant. En fait, tout dépend... Quels sont tes objectifs et ce que tu veux faire ? Qu'est-ce que tu recherches ? Si tu as juste l'idée en tête de te dire je vais apprendre le kitesurf, tu vas dans une école de kite. Oui, c'est pas l'objectif. En fait, l'objectif, c'est d'essayer de comprendre quels sont tes pain points, qu'est-ce qui te drive, et en fait, en fonction de ce que tu vas chercher, tu vas trouver en face une valeur. Et tu vas aussi apporter une valeur. Donc, en fait, le coût, directement, il est lié à quelle valeur tu vas chercher. C'est comme quand tu achètes... Pourquoi une voiture coûte 5 000 € et une autre coûte 20 000 €? Elles te transportent toutes les deux d'un point A à un point B. Donc, quelle valeur elle va t'apporter ? De la reconnaissance sociale, de la vitesse, etc. Donc, aujourd'hui, dans un club d'entrepreneurs,
T'en as qui coûtent 600 € hors taxe par an comme Kite & Connect. T'en as qui coûtent 2000 € et t'en as qui coûtent 5000. Nous, pourquoi on a décidé d'être beaucoup moins cher que les autres clubs ? Parce qu'on ne veut pas que le coût soit un frein à l'entrée à la communauté. Ok. Donc, tu rentres dans le club, tu as ces valeurs-là, tu peux, pour un coût pas élevé, contrairement par rapport à tous les clubs d'entrepreneurs, faire partie de la communauté. Après, tu as raison. Partir à Darla au Maroc, faire du kite, assister à des conférences, etc., forcément, là, tu as un coût beaucoup plus élevé que tu dois, à un moment, tu te dis vis-à-vis de mes associés, ne serait-ce que vis-à-vis de tes associés, en disant, attends, si je dépense 2 ou 3 000 € là, faut pas que mes associés... Comment je peux leur rendre derrière ? Comment je peux leur rendre ? En fait, la première fois que tu viens, tu fais un chèque en blanc. Parce que tu sais pas avec quoi tu vas revenir. Mais si tu pars sans idée préconçue et que tu es prêt à t'ouvrir, en fait, tu vas revenir avec plein de choses. Des idées, des amis, des connaissances, un réseau que tu vas pouvoir appeler quand tu veux. Et en fait, après ça n'a pas de prix. Ça n'a pas de prix. Et tu sais, comme toi, comme moi, que finalement, ça change la vie, ces réseaux-là. Alors, ça peut être via le sport, ça peut être via autre chose, mais en fait, finalement, c'est des game changers. C'est ça qui va faire que dans ton entreprise, tu vas décider de te développer, de t'arrêter, retrouver. Et c'est ces rencontres. La puissance du lien est tellement forte. Les rencontres que tu fais, c'est tellement ça qui change ta vie. Quand tu repars à la base, qu'est-ce qui fait que tu as pris les grandes décisions de ta vie ? Si on faisait un podcast de toi, Camille, aujourd'hui, et qu'on disait, OK, les 3-4 changements que tu as fait dans ta vie, et à chaque fois, ça serait lié à des rencontres, à des liens que tu as créés avec des gens et des opportunités que tu t'es faites. Et nous, on fait que de trouver un moyen que tu crées d'autres liens à d'autres moments avec une énergie, une authenticité particulière. Et ça n'a pas de prix. Ça n'a pas de prix, ça. Ouais. Donc après, tu peux dire, c'est cher, c'est pas cher. Mais en fait, une fois que tu es dans le truc, tu dis, non, mais ça fait... Quand tu montes ta boîte aujourd'hui, tu montes tes statuts, tu prends un comptable parce qu'il te faut une comptabilité et tu cherches un réseau pour t'épanouir. Ouais. C'est ça qu'il faudrait faire et il ne faudrait pas attendre que tu aies 10 ans de boîte pour le faire. Et ça t'apporterait du bien à toi et ça apporterait aussi l'énergie. Il ne faut pas penser que les entrepreneurs qui ont 10-15 ans, ils ne s'intéressent pas aux petits jeunes ou aux plus vieux qui montent leur boîte. Parce qu'en fait, il y a une énergie aussi particulière qui arrive et tu as besoin de ces gens-là. Et chez Kite & Connect, tu as des gens qui ont 6 mois, 1 an de boîte qui sont en train de créer, tu en as qui ont 25 ans de boîte. Mais en fait, c'est pas des mentors qui apprennent à des juniors, hein. C'est pas vrai. Les deux en fait, s'apportent. Tout le monde est au même niveau, quoi. Tout le monde est au même niveau et les deux s'apportent. Alors, pas aux mêmes étapes, pas de la même façon, pas de la même manière, mais finalement, c'est assez équilibré. Si tu verras, c'est assez équilibré et c'est assez communicant et ça crée une énergie finalement qui se diffuse parce que l'énergie, elle se diffuse. Et c'est ça qui est riche, c'est d'avoir cette diversité. Moi, j'ai la chance de partir et de tenter l'aventure pour la première fois là en septembre pour le B2B. Alors le B2B Kite Summit. À chaque fois, j'attends dans quel sens ? On sera 200 entrepreneurs, c'est ça ? On sera même un peu plus. On sera même un peu plus. J'ai hâte de tenter l'aventure et enfin de kiter pour la première fois avec toi. Pour toutes les personnes intéressées, je vous remettrai tout le lien de Laurent et de Kite & Connect juste en dessous de l'épisode. Laurent, merci d'avoir accepté de partager tout ça. J'espère que beaucoup seront inspirés et tous les entrepreneurs qui nous écoutent, lancez-vous dans les réseaux parce que ça fait un peu cliché de dire ça comme ça, mais moi pour ma part, ça a quand même changé ma vie, il n'y a pas à dire. Merci, à très vite et rendez-vous sur l'eau. Au revoir, bonne journée, rendez-vous sur l'eau. Quant à nous, on se retrouve dans 15 jours pour la sortie d'un nouvel épisode. N'hésitez pas à liker ou commenter le podcast que vous venez d'écouter si vous avez aimé, ça m'aidera beaucoup à avancer. Très belle journée à tous.